Spider-Man die? Neither can I. See you, Space Cowboy. Tu as raison, ce sont les histoires. Mais sais-tu à quel moment les histoires cessent d'être des histoires? Dès l'instant où quelqu'un commence à y croire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Graphic Saga, votre podcast cross culture. Aujourd'hui, nous allons parler d'un ouvrage sorti en cette fin août 2023, The Witcher, un monde de légende, écrit par Justine Breton. Et pour ce faire, je suis en compagnie de nul autre que Justine Breton. Salut Justine, Salut, ça va? ça va et toi? Ça va très bien, ravie, d'être accueillie dans, ton podcast. Merci beaucoup. Ben, merci à toi, franchement, c'est super plaisir de te recevoir. Et pour parler de The Witcher notamment, du coup, pour ce superbe livre, félicitations encore. Merci beaucoup. Donc du coup, Justine, pour les gens qui te connaîtraient pas, du coup, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter, s'il te plaît? Mais tout à fait. Je suis Justine Breton, donc je suis, maître de conférences en littérature à l'université de Reims. Alors ça, c'est pour le côté un peu CV, officiel. Ce qui veut dire que je suis enseignante-chercheuse, donc je donne des cours, à l'université et je salue mes étudiants, au passage. En parallèle, je fais aussi de la recherche et en l'occurrence de la recherche, dans mon cas qui se situe au croisement de, la fantaisie et du médiévalisme. Donc la fantaisie, ça va être, des œuvres, alors littéraires, mais pas que, hein, parce que c'est un genre transmédiatique, parce qu'on a, des films, de la musique, voilà plein de choses, de la BD et cetera. Donc la fantaisie, ce sont des œuvres où, la magie va avoir un rôle important, voilà, fait partie de l'univers, donc c'est déjà un genre qui est très, très large et moi je vais croiser ça avec un de mes autres centres d'intérêt qui est ce qu'on appelle le médiévalisme. Donc le médiévalisme, c'est, la représentation et l'utilisation du Moyen Âge à d'autres époques qu'au Moyen Âge. C'est-à-dire, pour ce qui m'intéresse particulièrement, comment on représente le Moyen Âge, dans les films, dans les séries, dans les jeux vidéo. Et ce que ça dit, pas tant de l'histoire et de l'époque médiévale que ce que ça dit de nous, en fait. Donc voilà, donc je m'intéresse à tout ça, notamment à travers des œuvres de pop culture qui me permettent de me faire très plaisir, aussi dans mon boulot. Oui, notamment, tu parles d'autres œuvres de pop culture, mais tu as écrit, du coup, d'autres romans comme, j'ai vu sur, Game of Thrones, par exemple. Je crois que c'est un total d'à peu près 9 livres de ce que j'ai pu trouver. Oui, alors apparemment, c'est vrai que j'ai pas j'ai pas fait le compte, mais j'ai eu la chance en plus de pouvoir travailler avec des super collègues, hein. Tu parlais du livre sur Game of Thrones, que j'ai, coécrit avec, donc l'historien Florian Besson, que je salue, aussi et que j'embrasse, avec qui on a travaillé aussi. On a fait un livre sur Camelot, aussi. Donc tu vois, on choisit bien nos œuvres, Ouais. ce qui nous permet de travailler, alors moi d'un point de vue littéraire, lui d'un point de vue historique, mais on croise comme ça nos perspectives pour voir ce que ces œuvres, comment ces œuvres représentent, le Moyen Âge. Donc j'ai fait un livre sur, Sacré Graal des Monty Python, où je me suis clairement fait plaisir, à pouvoir approfondir ce film. Et à la base, ma thèse était sur, la représentation du pouvoir dans la légende arthurienne et donc je comparais les textes du Moyen Âge qui parlent de la légende du roi Arthur, donc on en a déjà pas mal. Donc je comparais ces textes aux films et aux séries télé qui ont été faites sur le sujet de la légende du roi Arthur. À l'époque, de mon corpus, ça allait de 1949 à 2016, je crois. Voilà, donc avec, des plusieurs centaines de films, de séries et cetera, avec, plein de Mmh. facettes différentes du roi Arthur et puis maintenant j'ai élargi un petit peu, même si, j'ai la chance qu'il y ait encore plein de productions sur le roi Arthur aujourd'hui, donc c'est bien, j'ai encore du boulot. C'est clair, surtout que c'est tout ce qui est autour, de Camelot, c'est vraiment, quelque chose qui a été réinventé, réapproprié et tout, donc j'imagine la quantité de travail que c'est pour analyser ça. Ouais, mais enfin, c'est ce que je dis à chaque fois, mais je vais quand même pas me plaindre, tu vois, d'étudier des œuvres pareilles et de Bien me sûr. de me faire plaisir. Alors c'est du boulot, hein, il y a pas, mais voilà, j'ai quand même, eu la chance de pouvoir, choisir une voie qui me permet de voilà, d'explorer plein de chefs-d'œuvre de la pop culture et cetera et Mmh. vraiment de me faire plaisir dans l'étude et de pouvoir transmettre ça et franchement, c'est génial comme, boulot. Je veux bien te croire là-dessus, c'est clair. Et donc, vu qu'on va parler de The Witcher, comment t'as découvert cette œuvre, et tout à l'époque? Enfin, c'est quoi tes premiers contacts avec, cet univers? Et bah, mes premiers contacts, c'est par la légende du roi Arthur, justement. D'accord. Parce que, bah, justement, quand je travaillais sur ma thèse, j'ai cherché
voilà, consulter un petit peu. Alors, je vais pas dire tout ce qui a été fait sur la légende arthurienne parce que c'est pas possible. Il y a trop de trucs, voilà. Mais voilà, forcément, je me renseigne un petit peu et même si je travaillais surtout sur les films et séries, dès qu'il y a quelque chose, qui tourne autour de ce sujet-là, voilà, ça m'intéressait et un peu par hasard, je suis tombée sur, un roman, qui s'appelait La Dame du Lac et qui est en fait un des voilà, le dernier tome, de la saga Le Sorceleur, donc The Witcher, pour, le titre qui a été popularisé, le Mmh. titre, anglais, Wiedźmin en version, polonaise. Donc voilà, je me suis dit: «Bah, il y a un tome qui s'appelle La Dame du Lac, il faudrait peut-être que je m'y intéresse, mais je vais quand même pas commencer par, le tome, 7». Donc j'ai commencé du début, par les bouquins. Les 2 premiers tomes qui sont des recueils de nouvelles, en fait de Sapkowski, je les ai trouvés intéressants, mais j'ai pas forcément, énormément accroché. Parce que les premiers tomes, on est vraiment sur, alors le personnage de Geralt, qui est donc le sorceleur qui, tue des monstres et qui couche avec des magiciennes, hein, globalement, si je schématise. Non, mais c'est ça, hein. Voilà, ce qui est une activité, noble en elle-même, hein, c'est voilà, mais c'est pas ce qui me parlait le plus, mais à partir du tome 3, où on a, vraiment le parcours de Ciri, en fait, notamment et cette évolution, beaucoup plus sur un temps long. Là, j'ai accroché tout de suite et voilà, donc ça a été un vrai plaisir, de lire, les romans. Quand j'ai commencé à en parler, on m'a dit: «Mais» donc on était en 2014-2015, donc on m'a dit: «Mais il y a 2 jeux vidéo qui sont sortis, puis attends, il y en a un troisième qui va sortir». Puis alors là, le troisième jeu, The Witcher Wild Hunt, ça a été une explosion Mmh. absolument incroyable. Donc effectivement, on ne pouvait plus échapper, à The Witcher, même si on le voulait, je pense. Donc voilà, j'ai joué un petit peu aux 2 premiers jeux vidéo, mais heu, voilà, très légèrement, à l'époque et surtout, c'est voilà, c'est le troisième qui a été, Ouais. une vraie découverte et un vrai plaisir, heu, aussi. Donc voilà, là, ça a été, tu vois, une lecture et des jeux pour le plaisir et par la suite, quand j'ai eu un peu plus de temps, une fois la thèse terminée, et que j'ai pu, mettre un peu mes idées, à plat, je me suis dit: «Mais attends, mais c'est une super saga, il y a trop de trucs, à en dire». Entre 2 il y avait eu la série, les séries d'ailleurs par Netflix. Je me suis dit: «J'ai tellement envie de travailler sur ça». Donc voilà, j'ai fait un projet, que j'ai, soumis à un éditeur, en l'occurrence Brajlon, qui est l'éditeur, français qui publie les textes The The Witcher. Witcher. Voilà, c'était une super opportunité de pouvoir travailler avec eux parce qu'ils sont vraiment aux premières loges, pour, connaître et pour, défendre, le texte et hem et voilà, donc ça a été, encore une fois l'occasion de prendre une œuvre que j'avais vraiment appréciée en tant que lectrice, tu vois? Et Mmh. de pouvoir, travailler dessus vraiment avec ma casquette de chercheuse, cette fois et donc là, j'ai tout relu, dans tous les sens. Tu verrais les exemplaires, il y a des post-it partout, enfin voilà, c'est génial. Bah oui, c'est le taf de recherche, ouais, qui doit être, C'est ça. à décortiquer, c'est assez intense quand même. Et oui, que tu disais tout à l'heure, The Witcher 3 du coup Wild Hunt qui sort en 2015 Ouais. et qui du coup, c'est à partir de ce moment-là que, on va dire, l'Europe de l'Ouest et le reste du monde découvrent vraiment The Witcher parce qu'avant, même avec les premiers jeux, ça reste quand même quelque chose qui reste de niche C'est ça, ouais. et c'est vraiment que la l'IP comme, on parle maintenant, prend son envol avec ce troisième jeu Ouais. et et On avait donc eu la chance, en France d'avoir en fait les traductions des je crois des 2 premiers tomes, étaient traduits, avant, genre en 2006-2007, tu vois? Avant les mmh, jeux. Donc où ça avait connu quand même un bon succès et puis il y avait un succès des romans, un peu partout en fait en Europe, avant. Mais mmh, les jeux, ça a vraiment fait augmenter, voilà ça fait une explosion à chaque jeu et puis je te dis au niveau du 3e, enfin ouais, ça a été le 3e jeu a été tellement, acclamé par, la c'est clair. critique et par le public et à juste titre, je trouve, Mmh. que voilà, ça a fait encore augmenter aussi les chiffres des ventes, des livres, hein, donc voilà, ça s'est entraîné un petit peu comme, comme phénomène transmédiatique. C'est ça, c'est clair.
Je fais ma petite pub en même temps sur le passage vite fait. Si jamais, vous écoutez ce podcast et que vous débarquez en connaissant pas trop The Witcher, on a déjà des épisodes antérieurs aussi, sur la chaîne où, je présente, un peu, heu, comment The Witcher a évolué en tant qu'œuvre, au début jusqu'à l'apparition du jeu vidéo. Donc je vous invite à tourner vers ces épisodes et aussi de lire, le livre de Justine parce qu'elle revient aussi, sur, l'origine de la saga et la sortie de la Pologne, du sorceleur. Tout à fait. Et en parlant de la Pologne justement, pour ce livre, et comment ça s'est passé au niveau des recherches? Parce que, je sais pas, est-ce que tu parles polonais? Non, Tu voilà. déjà voilà, ça c'est voilà. Non, non, je ne parle pas le polonais, de fait, pour pouvoir travailler sur, ça, j'ai appris les voilà, des rudiments pour, lire le polonais, mais enfin, c'est très laborieux. Mmh, Voilà, je suis absolument incapable de lire, un texte en polonais, comme ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu les textes, dans leur version, traduite en français, sachant qu'effectivement, hein, Bragelonne a fait des traductions. On a différents traducteurs et traductrices surtout qui sont intervenus. J'ai lu aussi les textes en anglais, pour voir parfois s'il y avait des choix de traduction, qui pouvaient varier. Ça m'a pas toujours éclairé, mais parfois ça m'a mis la puce à l'oreille sur, ah, certains lexiques ou certaines choses comme ça. Et après je suis allée voir dans le texte polonais pour des passages ponctuels, quand je voulais vraiment voir quel est le terme qui avait été vraiment employé par Sapkowski. mmh, Puisque j'ai beaucoup travaillé dans ce bouquin, je travaille sur les légendes, dans The Witcher, donc à la fois comment Sapkowski, utilise les légendes et à la fois comment il, décrit dans son œuvre la construction, d'une légende. Et je me suis beaucoup intéressée aussi aux mots qu'il avait employés, aux tournures de phrases et cetera. Donc il fallait là aller, à la source. bien Et sûr. donc il me fallait au moins des rudiments de polonais, pour ça. Donc mais voilà, hein, mon niveau est, je vais dire pitoyable, c'est bien pitoyable, voilà, ça correspond bien. Du coup, ça n'a pas empêché enfin, ça n'a pas empêché de mener tes recherches à bien. Tu as eu besoin justement d'aller chercher des ressources, au-delà des textes en Pologne pour poser des questions, justement comme tu parlais, Ouais, bah, en fait, j'ai lu pas mal de choses, parce que, bah, autant sur The Witcher en France, on a peu de travaux critiques, si tu veux, qui ont été mmh, faits. Même si c'est une œuvre qui a pas mal explosé maintenant, il y a peu de recherches. il y a eu je suis désolé, Ah, vas-y, vas-y. il y a le livre d'Exerve qui est sorti Il y a le chez livre. Sœur d'édition Ouais, et il y voilà. a, alors je l'ai là, dans le coin, l'hommage à The Witcher. On a l'hommage à The Witcher aussi, Voilà, mais qui c'est les sont des 2. livres, Ouais, en fait, grand public, c'est ça, exactement. alors qui sont géniaux et que je cite, Mmh. genre une page sur 2, heu, dans mon bouquin. Parce que voilà, il y a plein de choses. En plus, le bouquin d'Exerve, ça approfondit vraiment le développement des jeux vidéo. Mmh. Donc moi qui connais moins ce domaine, autant la partie littéraire et la partie série, c'est mes sujets de recherche, autant en jeux vidéo, j'avais fait que des choses un petit peu ponctuelles, donc ça m'a vraiment permis d'approfondir. Donc tu vois, il y avait ça. Heu, Par contre, en Pologne où, bah, l'auteur a publié d'abord, ses romans, il y avait un peu plus de critiques. Mais donc voilà, ça exigeait de lire, le Mmh. polonais. Bien sûr. Donc il y a certains articles qui avaient été traduits en anglais, mais très peu. Donc voilà, d'où l'intérêt d'avoir des rudiments de polonais pour pouvoir comprendre ce qui était dit dans ces articles universitaires. Et après, donc voilà, il y a des choses qui ont été faites en polonais, des choses qui ont été faites en anglais. J'ai regardé un petit peu ce qui avait été fait, en allemand, en italien, enfin voilà, les quelques langues que je pouvais lire. Parce que voilà, Mmh. je fais ce que je peux avec les Ouais. moyens linguistiques du bord. Et après, j'ai pu contacter aussi quelques collègues. Alors j'ai eu la chance de pouvoir, travailler donc, bah, je le disais avec, Brajlon, donc qui a les Mmh. contacts, aussi, que ce soit auprès des traducteurs et traductrices. Parfois j'ai pu les interroger pour savoir pourquoi ils ont traduit ça comme ça. Voilà, quel était l'objectif, quelle était la pensée derrière. Alors pour certains, ça date de Ouais. pas mal d'années, donc il fallait qu'ils se J'imagine. et ils ont à chaque fois été vraiment, adorables, donc heu, ça c'est vraiment génial. Et après j'ai eu aussi, l'occasion de poser quelques questions à, l'agente française de Sapkowski. D'accord. Voilà, c'est-à-dire qui représente les intérêts de l'auteur, et son travail, en France, Patricia Pascalini, qui, m'a permis de transmettre des questions à Sapkowski, sur certains doutes que je pouvais avoir d'interprétation notamment, parce que j'évoque, entre autres
enfin voilà, il a une culture absolument incroyable cet auteur et ce qui se retrouve un Mmh. peu après, à la fois dans son œuvre et dans les adaptations qu'en ont été faites, en jeu et en série et mais parfois, tu vois, je cherchais à retrouver la source de son inspiration. Donc des fois, j'avais des doutes, et il y avait des pistes qui étaient un petit peu contradictoires. Donc voilà, je demandais quelques confirmations pour savoir si j'étais dans la bonne direction et si, mon interprétation n'était pas trop, tirée par les cheveux. Parce que c'est un Ouais. risque qu'on a aussi quand on fait de la recherche, c'est qu'on part très, très loin. Bah, en termes d'interprétation, ouais, c'est clair que ça peut vite partir si on est enfin, C'est ça. j'imagine, on part sur un focus et finalement on a eu, une erreur au début de ce qu'on avait mis en place et finalement, ouais. C'est D'accord, ça. beh, c'est Ouais. une ouais, c'est une belle opportunité d'avoir pu du coup, on va avoir, cette, possibilité d'envoyer des questions, directement, Ouais. à Chapovski, quoi. C'est vrai et puis, bon après tu vois, j'ai travaillé sur, donc les textes, sur les textes, sur, les jeux vidéo, et sur, les œuvres, enfin les voilà, les œuvres faites par Netflix parce que Netflix a fait, une série pour l'instant, une mini-série et un film d'animation, enfin un animé. Mmh, Il y a d'autres projets qui sont en cours, mais voilà, donc après j'ai travaillé aussi avec des gens qui sont, critiques de séries, heu, voilà, pour approfondir les différents sujets, des gens qui mmh, travaillent sur les jeux vidéo et la narratologie des jeux vidéo pour pouvoir, travailler sur ça. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec quelqu'un aussi qui, avec un gamer, en fait, tout simplement. Parce que autant moi j'ai joué au jeu, mais je suis très lente, voilà, très lente parce que j'explore tout et je suis fascinée par tous les graphismes et cetera. Donc ça me prend un temps absolument incroyable de faire le moindre jeu. Mais ce qui fait que là, pour pouvoir refaire mes recherches et voilà, aller exploiter vraiment des détails d'intrigue et cetera, je dis pas qu'il fallait faire un speedrun, mais parfois il fallait quand même passer vite d'une quête à l'autre parce que ouais. j'avais pas non plus 6 ans, si tu veux, pour, faire cette C'est clair recherche. et surtout sur The Witcher 3, il y a une chaîne en particulier, par exemple, parce que le jeu fourmille de détails, Ouais, c'est un pot pourri d'easter eggs quasiment, c'est clair. infini, et il y a une chaîne YouTube, par exemple, qui est du coup par un Anglais, alors, Xlitalix, je crois que c'est son nom, Ouais, qui analyse le jeu. Je sais pas, tu as dû tomber dessus sur ses tout travaux, à fait. depuis des années et encore cette année, il est tombé sur des choses, qui avaient pas été découvertes et que du coup, c'est les projets avaient, répondu que oui, c'est la première fois qu'on nous fait des retours sur ces éléments-là et je fais: «Ah, c'est dingue, quoi». C'est incroyable, hein, et tu dis, Ouais. enfin, ils ont fait un boulot monstre. Alors, oui, il y a un lore, un univers à la base qui est Mmh, très riche et même si dans les 2 premiers jeux, ils l'exploitent un peu, voilà, avec une certaine distance, ils prennent pas mal de libertés avec le troisième jeu. Donc, il y a forcément des libertés au niveau de l'intrigue parce qu'ils ont leurs propres trucs à mmh, raconter. Mais on sent que non seulement ils exploitent cet univers, mais qu'ils rajoutent, voilà, ils rajoutent des monstres, ils rajoutent de la culture, ils rajoutent des mmh, références. C'est bourré de références, à la pop culture dans tous les sens, et voilà, à chaque extension, c'est pareil, ils en rajoutent une couche. Donc voilà, c'est ça. ça pour exploiter tout ça, ça demande, un temps, pas possible. Donc j'ai eu la chance, d'avoir l'aide d'un gamer aussi, qui est, Clément Cordelier, que je salue, au passage, également, mais qui sait tout à fait ce que ce que je lui dois. Et je sais aussi tout à fait ce que voilà, ce que je lui dois. Mais voilà, ça m'a permis, tu vois, de travailler plus efficacement parce que comme ça, lui, il faisait, le jeu, il faisait les quêtes où que je lui disais: «Bah, voilà, il me faut telle quête» et cetera. D'autant que, tu vois, tu as des embranchements, que ce soit à Mmh, partir du deuxième jeu notamment, selon les choix que tu fais, tu as plus les mêmes options derrière. exactement. Donc il a fallu refaire, notamment le deuxième et le troisième jeu plusieurs fois pour pouvoir, aller voir ce que je voulais aller voir et cetera et toute seule, j'en aurais eu pour, à peu près 3 millénaires. Ouais. Donc voilà, je j'ai eu la chance d'avoir, plein de gens, qui ont été super, pour, pouvoir faire ce boulot et voilà, c'est mon nom sur la couverture, mais en fait, on est plein et ils sont, cités régulièrement dans le livre, parce que voilà, la recherche, ça se fait jamais seul Ah et bah on a la chance de pouvoir profiter aussi, des talents de plein d'autres personnes. et ça, c'est super chouette. Et en parlant d'autres personnes, du coup, est-ce que tu as eu un peu des retours sur ton livre au niveau de ta communauté, sur les réseaux et tout ça, sur les gens qui te suivent? Tu as eu des bons retours, Oui, pour l'instant, les retours sont très, très bons. Alors je ne sais pas si est-ce qu'il y a des retours négatifs que les gens n'osent pas me faire? Ou est-ce qu'ils ne sont pas encore, apparus? Je ne sais pas. Mais ouais, non, pour l'instant, les retours sont très, très bons. Alors sachant que le
Le livre, en plus, est sorti, au milieu du mois d'août. Voilà, c'est tout le monde est un petit peu occupé à, j'espère, à être en vacances et à prendre soin de soi, Il va pas mourir de heu chaud. et à pas mourir de chaud, ce qui est Ouais. un travail à temps plein. Donc ouais, malgré tout, j'ai quand même, des très bons retours et puis, là, après, je vais commencer à faire un petit peu de salons, de festivals et cetera pour, Mmh. voilà, tourner et parler un petit peu du livre et là, je pense que j'aurai d'autres retours et il y a des gens, des fois, qui en salon, en festival, viennent te dire: «Oui, alors, j'ai bien aimé, mais par contre, ça, c'était pas bon». Alors, bon, voilà. Donc c'est D'accord. bien, Oui, ça me c'est bien permet aussi, c'est d'améliorer. Donc constructif. voilà, donc si vous voyez des erreurs, n'hésitez pas à me le signaler, gentiment, s'il vous plaît. Mais mais bien sûr et si ça vous a plu, bien entendu, là, au contraire, vous pouvez vous faire plaisir et me faire plaisir, me dire: «Oh, c'est le meilleur bouquin que j'ai jamais lu!» Voilà, tout ça. On y croit. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très, très bien écrit et très abouti, donc voilà. C'est super gentil, merci beaucoup. Alors, je voulais enchaîner parce que du coup, tout à l'heure, tu nous as parlé du mythe arthurien qui est quelque chose que tu as beaucoup travaillé et tout ça. Donc, rapidement, parce que je sais que c'est un sujet très, très vaste et large et qu'il y a beaucoup de débats entre historiens et chercheurs au sujet des cycles arthuriens. Mais est-ce que tu peux nous faire pourquoi cette œuvre, du coup, du roi Arthur de Camelot a eu une place un peu a atypique, on va dire, en termes d'œuvres littéraires. Alors, la version très courte, Voilà. oh la vache, c'est cruel, comme question. Alors, pourquoi ça a une telle place? La légende arthurienne ou les légendes arthuriennes, parce qu'il y a tellement de variantes qu'on utilise du pluriel des fois. Ça se développe, on a des premiers textes à partir du 9e siècle, mais globalement, ça se développe vraiment à partir du 12e siècle, et globalement, ça s'est jamais vraiment arrêté depuis. Voilà, Voilà. premièrement. Donc on a en fait, une légende qui, va impliquer, pas mal de personnages, même si au fil du temps, on a gardé les principaux, hein, le roi Arthur, la reine Guenièvre, le chevalier Lancelot, voilà, le Galad qui trouve le Graal, Perceval, et son côté un peu niais et cetera. Il y a quelques personnages qui sont passés à la postérité, d'autres qu'on a eu tendance à oublier parce que, bah, selon les versions, à la table ronde, il y a plus de 300 chevaliers, donc autant te dire que ça fait un peu long à lister. Mais c'est un récit qui, a la particularité d'être, très malléable, en fait, dès son origine. C'est un récit auquel on peut faire dire un petit peu ce qu'on veut. Ce qui fait qu'il y a des auteurs qui vont utiliser la légende pour, bah, mettre en avant, le roi de l'époque, hein. C'est ce qu'on va trouver au XIIe siècle. On utilise la légende du roi Arthur pour valoriser le pouvoir en place, pour valoriser, la religion chrétienne et puis par la suite, bah, la religion chrétienne est un peu moins, à la mode, on va dire, donc on va utiliser la légende arthurienne pour, mettre en avant, une forme de néopaganisme. C'est ce qu'on va avoir dans la deuxième moitié du XXe siècle. Aujourd'hui, on a des récits arthuriens qui servent à mettre en avant, un côté démocratique, l'idée que, Arthur, c'est un roi, mais c'est avant tout le roi du peuple, élu par le peuple et pour le peuple, enfin, tu vois? Ce qui aurait extrêmement choqué, des auteurs du Moyen Âge parce que Oui, ça avait aucun je sens pour pense. eux, voilà. Mais tu vois, en fait, c'est, une légende qui a, de l'aventure, un côté épique. Il y a des chevaliers qui combattent des monstres, voilà, des dragons, des choses comme ça. Il y Des a de la ch Ouais, des dragons. et des chats, j'allais dire aussi. Aussi, non, mais ça part dans tous les sens, hein. Mais en plus, il y a tellement de versions et tellement de personnages qu'on peut avoir plein de trucs. On a des histoires d'amour, on a des histoires d'amour, de l'amour interdit, hein, de l'amour Mmh. adultère. Il y a la légende de Tristan et Iseut, c'est lié aussi. Tu vois, il y a plein de trucs différents et en plus, dans tout ça, il y a la quête du Graal. C'est une des étapes de la légende arthurienne, où on nous dit que, globalement, Arthur envoie ses chevaliers chercher, le Graal parce que le Graal, c'est un terme qui est apparu, dans un texte de Chrétien de Troyes, ce Mmh. qu'on a appelé Perceval ou le conte du Graal, où c'est le chevalier Perceval qui voit passer un Graal. Il se demande ce que c'est, mais il ose pas poser la question. Il se dit: «C'est pas grave, je demanderai demain» et le lendemain, tout le château dans lequel il était a disparu et on lui dit: «Parce que tu n'as pas posé la question, globalement, l'humanité est condamnée», hein. C'est Ah, un petit c'est peu c'est excessif. c'est rude. Voilà. D'où l'intérêt de toujours poser les questions quand on a un doute sur quelque chose. Il y a pas de questions bêtes et ouais et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Chrétien de Troyes a jamais fini son texte, D'accord, je et savais pas ça. ça bah, du coup, ça a créé un genre de mystère. Il y a plein de gens qui ont continué les textes. On a des continuations de Perceval parce qu'on se dit: «Bah, du coup, non seulement est-ce qu'il le trouve le Graal, mais ensuite, bah, c'est quoi?
en fait. Il y a Quand tout ce mystère. quand tu dis Heu, continuer les textes, ouais, genre, c'est-à-dire des auteurs de l'époque ou des auteurs, de contemporains à nous? les 2 mon général. D'accord, Ouais, ouais, on a, des continuations dès le Moyen Âge, c'est-à-dire des gens qui ont pris un texte qui était inachevé, mais qui était déjà célèbre et qui ont dit: «Bah, moi, je vais écrire ma fin». Et voilà, il y a pas de droit d'auteur, hein, au Moyen Âge, donc on est très oui. libre aussi de prendre un peu ce qu'on veut. Et après on a des réécritures, bah, en fait, globalement à toutes les époques. Ça passe un petit peu de mode, tout ce qui est Moyen Âge, légende arthurienne. C'est un tout petit peu moins à la mode au XVIe siècle, du XVIe au XVIIIe siècle globalement, même si on trouve toujours des œuvres. Et à partir du XIXe siècle, ça réexplose dans tous les sens et on redécouvre, je mets des énormes guillemets, on redécouvre le Moyen Âge et on se dit: «Mais il y avait des trucs vachement chouettes, en fait» et on va réécrire, donc on va avoir, Mark Twain, Tennyson, tu vois, qui vont réécrire leur propre version de la légende arthurienne et globalement depuis, ça ne s'arrête pas. La seule D'accord. différence, c'est que, au début, on avait quasiment que des romans. Maintenant, on a des romans et des œuvres jeunesse et des albums et des BD et des films et des séries télé et des mangas et ainsi de suite. C'est Voilà. clair que c'est quand même un vivier de culture, Ouais. au moins, aussi, vaste que celui de la mythologie grecque en termes de Tout à que fait. les gens puissent être dedans, quoi. C'est assez fou, Ouais. et du coup, ouais, c'est vrai que moi, du coup, en lisant le livre, j'avais déjà vu dans mes lectures, déjà de la saga The Witcher, des références arthuriennes, mais alors, j'avais vraiment que, le strict minimum, quoi. J'ai eu vraiment, Avalon Avalon, le un peu la posture de Geralt, mais de Geralt. Mais c'est vrai que tous les noms qui sont mentionnés, en fait, que tu listes, les lieux, qui sont, dits tout au long, du coup, des derniers tomes, c'est assez fou le nombre qu'il y a, en fait, Ouais, parce que dans l'œuvre de Sapkowski, j'évoquais le fait qu'il y ait tout un tome qui s'appelle La Dame du lac et où on a effectivement, bah, le personnage de la Dame du lac qui apparaît, alors je vais pas trop, spoiler ou mmh, divulgacher, si vous n'avez pas lu, tous les textes, mais on a un personnage de la Dame du lac, tel que, enfin, globalement tel que décrit dans les légendes arthuriennes du Moyen Âge qui apparaît, mais il y a aussi toute une ambiguïté parce que ça pourrait être plusieurs personnages, la Dame du lac, mmh, globalement. On a aussi d'autres personnages qui apparaissent, mais en fait, avant ça, Sapkowski, il prépare doucement le terrain avec des petits clins d'œil, voilà, de personnages. Un personnage qui s'appelle Perceval, enfin Parcival, hein, son nom est en version, mmh. allemande, heu, qui nous dit, globalement qu'il avait trouvé un espèce de calice, Oui. voilà, plein de pierres précieuses, mais que, bah, il l'a vendu parce que qu'est-ce que tu veux qu'il en fasse? Tu vois? C'est pas intéressant. Non et toi, tu dis: «Ah ouais, d'accord, donc on a Perceval qui a trouvé le Graal et qui l'a vendu». Oui, c'est parfaitement cohérent avec le personnage après tout. Il a pas posé la question et là, du coup, il l'a C'est vendu. ça et du coup, tu vois, c'est juste, un clin d'œil. On a, je crois que c'est un chat aussi, hein, qui s'appelle, Merlin, enfin Mmh, tu vois, des petits clins d'œil comme ça, mais qui, heu, commencent à te mettre la puce à l'oreille sur ce qui va, arriver par la suite et qui surtout ça, c'est un usage qui est super malin, je trouve, de la part de l'auteur, qui te montre que dans cet univers où on a, des monstres, où on a des mutants et cetera, ils ont des éléments culturels qu'ils partagent avec nous. Parce que pour qu'un chat s'appelle Merlin, c'est mmh, que, bah, déjà le nom existe et qu'il y a une référence qui est, bah, probablement la même que la nôtre. ouais, Et ce qui fait que, tu te dis: «Mais ça veut dire que ces personnages, ils ont leur propre version de la légende. Ils ont en tout cas des éléments qui leur permettent de se rattacher à ce concept culturel, si tu veux. Et ça, c'est super habile parce que c'est ce que Sapkowski fait avec ce qu'il appelle la conjonction des sphères. La conjonction des sphères dans l'univers de The Witcher, c'est, globalement, des planètes qui se sont rentrées dedans, hein, c'est une vraie collision, astronomique et qui ont fait des déplacements de population, globalement. C'est comme ça que dans l'univers de The Witcher, les êtres humains arrivent sur le monde qu'on appelle le continent. continent, voilà. Donc les êtres humains, mais aussi les monstres. C'est pas anodin que les 2 arrivent en même temps, hein, d'ailleurs. Oui. Apparemment, ils viennent de planètes différentes, mais toujours est-il que par cette, rencontre des planètes, tout le monde se retrouve sur le continent et ce qui veut dire que tous ces personnages qui viennent de mondes, voilà, vraiment d'univers différents, viennent avec leur propre bagage culturel, et ils vont reconstruire leur civilisation comme ils peuvent, tu vois, dans un autre territoire, mais ils vont avoir leur propre culture, leur propre légende
et tu retrouves en fait des bribes de tout ça, de façon un peu déformée, comme si, bah, voilà, des siècles se sont passés. Qu'est-ce qui reste des légendes de Mmh. personnes de tel pays, de tel siècle? Et ça nourrit en fait tout le monde que, Sapkowski dépeint dans The Witcher. Ouais, c'est clair, c'est totalement ça et je trouve qu'en plus, il y a ce côté vraiment que ce monde devient une espèce de matrice de fantaisie, en fait, et de mythe. Parce que tout Ouais. le Rhinstone ce qui me faisait un truc tout bête, mais tu le mentionnes d'ailleurs dans ton livre, c'est, il y a un personnage qui s'appelle Régis, du coup, dans les bouquins, qui a un âne et Régis se trouve que c'est un Dracul. vampire et son âne s'appelle Dracul et il le mentionne vraiment en disant: Oui, bah, mon âne s'appelle Dracul. Il y a un personnage qui l'interrompt, il dit: «Ah, mais c'est bizarre comme nom, ça a l'air d'être, assez équivoque pour toi». Il dit: «Oui, oui, non, mais c'est une vieille légende, mais vous pourriez pas comprendre». Et C'est ça. Et ça, c'est génial parce que ça, c'est juste un clin d'œil, mmh, adressé au lecteur. Ça sert à rien dans l'histoire bien si sûr. ce n'est à donner un peu de profondeur au personnage de Régis, hein. Ça montre qu'il a un sens de l'humour, tu vois? C'est un de mes personnages préférés, j'aime beaucoup. Moi aussi. Heu, ouais, non, mais franchement, enfin bon, il y a beaucoup je vais dire ça peut-être de beaucoup de personnages parce qu'il y a aussi Jasquier et Ciri et puis bon, OK, il y a beaucoup de personnages que j'aime beaucoup. Mais, mais tu vois, c'est un petit truc, en passant, mais qui te montre que le personnage vient avec son propre bagage et puis ça te fait un petit clin d'œil en tant que lecteur en disant: «Bah oui, forcément, le vampire, tu vois, il dès qu'il y a un truc, il l'appelle Dracul, bah oui, forcément», parce que Oui, voilà. c'est ça. Et c'est Heu, vraiment pas mal fait, tu vois? non, c'est clair et c'est assez habile et comme tu dis, c'est distillé assez, enfin, ça prend de la place dans le récit de plus en plus en avançant, quoi. Au début, c'est plus caché, plus léger et tout Ouais, ça. et c'est ça, c'est que ça passe de clin d'œil et progressivement, ça va servir l'histoire. Notamment, tu vois, tous les rapports avec la légende du roi Arthur, ça va vraiment infuser l'histoire au point que la légende qui se construit, la légende de Geralt, de Ciri et de Yennefer, rejoint la légende arthurienne comme si Sapkowski montrait que, la légende que lui il construit méritait d'être au niveau, si tu veux, Mmh. de la légende arthurienne. Donc, alors je peux pas te dire que dans 1000 ans, on parlera encore de Geralt et de Ciri. J'espère, clairement, on sera plus là Pourquoi pour le pas? voir. Oui, non, Mmh. mais Mais honnêtement, tu vois, ça fait partie des récits où il y a du potentiel mmh, pour faire tout ça parce que, c'est des beaux personnages auxquels on peut, prêter plein de caractéristiques, différentes, plein d'émotions différentes et heu et je pense que moi, ce qui me fascine avec, The Witcher, que ce soit d'ailleurs dans les jeux, dans les romans ou dans la série, peut-être un peu moins dans la série d'ailleurs, c'est que, hem tu y trouves, tu y trouves ton compte, qu'est-ce que quel que soit ce que tu cherches un petit peu. Bon, faut aimer, quand même les monstres, mmh, faut aimer la fantaisie, un minimum, mais, si, voilà, si t'aimes les grosses brutes qui tapent sur des monstres, bah, il y en a. Si t'aimes la poésie, il y en a. Si t'aimes le parcours d'une élue, une jeune élue qui se cherche et qui mmh, se développe, il y en a. Si t'aimes les histoires un peu graveleuses, voilà, et les choses un peu érotiques, il y en a aussi. c'est ça. Voilà, il y a de l'humour, il y a de l'angoisse, il y a plein de choses et c'est très bien équilibré, en fait, Mmh, dans tout ça et je trouve que, les jeux et notamment le troisième jeu a vraiment su garder ça. Tu vois, mmh, construire, utiliser l'univers, construire sa narration, c'est OK, c'est génial, mais en plus, ils ont su équilibrer les différentes émotions que tu peux ressentir, dans l'œuvre et rien que sur ça, je trouve que c'est vraiment exceptionnel ce qui a été, fait par, CD Projekt. c'est clair. Et justement, tu m'offres la transition rêvée parce que je voulais parler du coup des différentes, adaptations un peu, multimédia que tu mentionnes aussi dans le livre. Du coup, qui sont, bon, on a du coup les textes de base qui sont les 8 romans, bientôt 9 de ce qu'a annoncé, Mmh. récemment, Sapkowski. J'ai hâte. Et tu vois, c'est marrant ça, c'est le petit aparté, mais j'avais pas relu La Saison des Orages depuis qu'elle était sortie. Ouais. Et j'avais totalement oublié, c'est en relisant en lisant ton livre que j'avais totalement oublié le dialogue, entre, Nimue, qui est un personnage qui apparaît sur la fin des romans The Mmh. Witcher, et Geralt, du coup. Et oui, donc Sapkowski avait clairement préparé le terrain pour écrire un autre livre, en fait. C'est ça et parce que tu lis le truc et tu dis: «Mais attends, c'est pas possible en Bah, fait non. dans la chronologie et cetera» et tu Sapkowski qui arrive avec ses gros sabots et qui dit: «Bah si, j'ai décidé que ça serait possible, donc C'est ça va ça. être possible». Voilà et c'est génial parce que il a beaucoup de recul et beaucoup d'humour aussi
et voilà, tu sens que, bah, attends, c'est mon histoire, donc je fais ce que je veux et regarde, c'est de la Mmh. fantaisie, donc ça marche très bien et en même temps, ça vient apporter une profondeur, aux différents personnages et ça se voilà, ne serait-ce que par la particularité de Ciri, ça peut trouver un sens Ah bah, et bien sûr. là tu dis: «Ah mais ouais, mais c'est pas con en fait». Voilà, donc Et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire, pour la suite. moi aussi, et notamment, tu parles de la particularité que Cyril a, donc on revient sur les jeux vidéo Mmh. qu'ils ont exploité. Alors, dans le jeu qui est célèbre pour son tollé, notamment Cyberpunk par le même studio, mais Ciri est présente dans le jeu d'une certaine C'est manière aussi. c'est vrai. Et du coup, il y a vraiment ce studio qui a pris à cœur d'utiliser le personnage qu'ils ont mis à l'écran dans sa forme la plus pure qu'elle a été fait Mmh. dans les récits de base, quoi. Donc les jeux, on en a déjà un peu parlé, qui sont surtout sur le troisième une vraie réussite. Enfin, un jeu multi-récompensé, Ouais. multi-primé, Game of the Year, avec une durée de vie folle. Et je trouve personnellement que, en fait, ils ont vraiment mis en toute la thématique de l'Ouroboros qui est dans les derniers romans. Ils l'ont vraiment appliqué dans le troisième jeu en faisant en sorte que quasiment toutes les situations que tu vis dans le The Witcher 3 ont un écho avec vraiment des événements qui ont déjà eu lieu dans les livres. Ouais, on a des scènes, c'est des miroirs, quoi, quasiment, quoi. Ouais et ce qui est vraiment pas mal, j'avais fait un article là-dessus il y a quelque temps. C'est que, dans le jeu, ils vont pouvoir aussi puisque, bah, tu as une grosse richesse narrative, tu as plein d'heures de jeu possibles Mm. avec, voilà, toutes ces variantes selon les choix que tu fais. Alors avec des petites choses, bien sûr, voilà, des fois, il y a des choix purement esthétiques ou purement, comment tu résous ta quête et cetera. Même si ça peut entraîner parfois la mort de certains personnages, donc faut quand même bien choisir. Mais tu as des choix aussi très, heu, voilà, très importants et pas que pour savoir si, Geralt, doit être en couple avec, Yennefer ou avec Triss, parce que ça, à la limite, c'est un choix, Oui. minime. N'essayez pas d'avoir les 2, ça ne marchera pas, je vous le dis. Mais c'est tout. Mais tu vois, il y a des choses comme ça, mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec toutes ces heures de contenu possibles, le troisième jeu notamment a eu la possibilité de, combler les trous. Si, combler les trous des romans par moment. C'est-à-dire qu'on a, dans certains tomes, du Sorceleur, Sapkowski qui fait des ellipses et qui nous dit, bah, voilà, pendant que Ciri fait ça, Geralt, oui, bah, voilà, il fait des quêtes, il a des missions et cetera. Et il y a des choses sur lesquelles il passe très vite. Tu sais, si tu veux regarder les Mm. chronologies en détail, il y a des moments où tu dis: «Mais qu'est-ce que fait ce personnage pendant ce temps-là?» Tu sais pas trop. Et c'est notamment le cas dans toute l'extension, Blood and Wine, qui est, qui est un jeu en elle-même, cette Ah, ça, ouais, extension qui c'est est enfin, dantesque. c'est, puis en plus c'est magnifique, enfin bref, voilà. Ça donne aussi une autre facette du Moyen Âge avec plein de couleurs et plein de lumière, donc ça je suis Mm. ravie. Parce que je trouve toujours que la représentation du Moyen Âge est trop grise, alors qu'au Moyen Âge, on adore la couleur et on en met de partout. Ouais, les Donc clichés de fantasy moderne, ouais, où on met voilà, tout en gris et tout le monde est sale et c'est ouais. ça. Donc là, au moins, tu vois, tu as une autre, voilà, une autre, vision et dans Blood and Wine, tu as justement toute la parenthèse de ce que fait, Geralt quand il est à Toussaint. Mmh. Parce que dans les textes, on nous dit, «Qu'est-ce qu'il fait à Toussaint?» «Oh, bah, il a des quêtes», on nous décrit deux trois quêtes dans des souterrains et cetera. Bon, puis forcément une liaison avec une magicienne parce que c'est le principe, puis ça l'occupe. Mais tu vois, il passe quand même assez rapidement sur ça et dans Blood and Wine, ça te permet vraiment d'exploiter le truc et d'approfondir et de te dire: «Bah, voilà une possibilité de ce qu'il a fait». Bon, alors après, il faut remettre un peu en perspective, hein, le jeu fait sa propre version aussi, parce que si on exploite vraiment le truc, ça voudrait dire que, quand Geralt, il est à Toussaint, dans les textes, il est bloqué à Toussaint, en fait, il peut pas partir, Mmh. parce que voilà, le col est bloqué par de la neige et cetera. Mais lui, son but, c'est de retrouver Ciri parce qu'il pense que Ciri est en danger, ce qui est le cas, mais voilà. Donc juste, faut des fois mettre un petit peu ça de côté parce que sinon quand tu joues à Blood and Wine, tu dis: «Oh bah Geralt écoute, il est en train de refaire son domaine, il plante des vignes et cetera». Elle te dit: «Ciri, elle l'attend de l'autre côté, il est censé la Avec sauver, mais la chasse sauvage qui la qui lui chasse court sauvage après. et lui, il doit trouver une licorne, pendant un jeu de» non mais c'est sérieux, enfin voilà. Bah, tu parles de compléter, bah, notamment du coup sur la chasse sauvage, qui ne Ouais. trouve pas de conclusion, dans les romans. C'est une intrigue qui trouve pas de conclusion dans les romans, donc Ouais, ouais, là. ouais. Bah, c'est en fait, dans les romans, c'est, on nous offre,
une fin possible. On nous donne une Mmh. explication de ce qu'est la chasse sauvage et de la menace que ça représente, alors à la fois pour Syrie elle-même et pour, le monde, Mmh. enfin en tout cas pour, le continent. Hem, mais effectivement, dans les romans, bah, tu as un choix qui est fait, qui est le choix, bon, alors très très sommairement et sans trop, voilà, dévoiler le truc, mais de Syrie qui, s'oppose, heu, à leur projet, voilà, de façon très, très Mmh. synthétique. Hem, mais qui voilà, qui s'oppose, à sa façon, à leur projet et qui, elle, va choisir une autre voie. Alors d'ailleurs, pareil, de façon intéressante, pas forcément en combattant, ça c'est toujours aussi, super intéressant, d'avoir une résolution qui se passe pas par les armes en fantasy, c'est pas si souvent. Donc, voilà, tu as une autre option, qui est proposée. Mais, bah, du coup, ça avorte forcément le truc. Parce que tu dis: «Ah bah, ouais, mais dans un sens, tu aurais bien voulu voir ce que ça donne». Mmh. Parce qu'on te parle de prophéties, on te parle de menaces pendant des tomes et des tomes, avec des révélations qui arrivent dans le dernier tome et tu te dis: «Quoi?» Voilà, tu lâches ton livre et tu le balances à travers la pièce parce que ça t'énerve. Ça c'est très personnel. Heu et heu et mais tu vois, c'est une option qui reste Mmh. inaboutie parce que là, il y a un choix qui est fait C'est et ce qui clair. est fascinant avec, le jeu, c'est que, bah, là, on te met devant le fait accompli, on te dit: «Bah, voilà, ce qui se passe et c'est une menace qui est bien réelle. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que tu fais avec ta Mmh. manette?» Voilà C'est ça. et c'est vraiment un choix sympa et visiblement la série de Netflix, enfin les séries de Netflix d'ailleurs parce que, il y a eu la mini-série, Blood Origin, enfin l'héritage du sang, Mmh. qui explique, alors elle passe très vite, hein, c'est que 4 épisodes, Ouais. voilà, on est d'accord, Ouais, non, mais on a fait un épisode avec, déjà dessus sur le podcast, nous, personnellement. voilà. C'est un peu une catastrophe de production, hein, Mais c'est en quelque plus, chose. il y a des supers idées dedans et puis Oui, il y a Michel Yeo, donc forcément moi je suis ravie, mais moi aussi. mais tu dis: «Bah ouais, mais non, là vous aviez la masse de potentiel et ça se fait pas en 4 épisodes» parce qu'ils essaient de t'expliquer à la fois, la conjonction des sphères et l'origine de plein de personnages Ouais, alors qu'on n'avait rien demandé. des ANL, et Voilà tout en et donc rajoutant la chasse leur sauvage oui, ça et tout en rajoutant des persos à eux qui seront originaux à la série et ça en devient invivable, quoi, mais bon. et tu des personnages super secondaires, qu'on essaie de te présenter comme importants parce que c'est les ancêtres d'eux. Oui. Tu dis: «Ouais, d'accord» et par contre, tu as des personnages qui apparaissent comme secondaires, dans la série et tu te dis: «Mais lui, dans les bouquins, il est super important! C'est Qu'est-ce ça. que vous me faites avec lui?» Tu vois? Donc ouais, un peu, bon, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire, mais bon, enfin, c'est toujours le problème quand tu es attaché à une version, d'un Oui, récit. C'est toujours intéressant de voir d'autres, facettes et d'autres interprétations, mais en même temps, tu t'es attaché à une version qui te plaît pour un certain nombre de raisons. voilà. Donc voilà, faut gérer la frustration de tout ça aussi et visiblement ils vont, enfin Netflix commence à mettre en scène la chasse sauvage, avec une interprétation qu'il faut encore, approfondir parce qu'on a des pistes pour l'instant, Mmh. qui reprennent un petit peu ce qu'on avait au début du troisième jeu. Mais pour l'instant, on n'a pas encore voilà, tout le background et l'élément qui nous disent, bah, pourquoi la chasse sauvage pourquoi ils sont méchants, si tu veux. Oui, beh, surtout qu'en plus, ce sera forcément différent de ce qui a été fait, parce qu'ils ont changé un peu, comme on dit, toutes ces origines-là, donc voilà. Mais c'est bien, Voilà. on a enchaîné sur la série télé, c'est ce que je voulais enchaîner là-dessus et du coup, tous ces médias, c'est assez marrant parce que du coup, ça reprend, comme tu dis, tu parlais de version il y a quelques instants, que du coup, ça reprend toute cette thématique qui est dans les bouquins, que la légende de Ciri et de Geralt, en fait, c'est pas forcément celle qu'on lit dans le livre forcément aussi. C'est qu'on a que l'interprétation de Jasquier, en fait, si on se réfère à ce que sont les romans. Et du Tout coup, à c'est fait voilà. et du coup, c'est un univers qui, bah, c'est voilà, maintenant c'est une œuvre transmédiatique. C'est-à-dire que, même si on a un créateur, originel qui est Sapkowski, hem, voilà, qui a vraiment donné naissance, à l'univers et à tout ce que ça implique, c'est une œuvre qui s'est développée et qui a touché un très large public par différentes, versions, que ce soit donc, les jeux ou, alors je vais dire les séries parce qu'avant Netflix, on avait aussi un téléfilm, enfin une Oui. série polonaise, Mmh. Oui. alors qui est disponible, hein, sur différentes plateformes, vidéo. Si vous écoutez le polonais, si vous entendez le polonais, vous pouvez, regarder ça. Ça a pas forcément très bien vieilli, ça date de 2001-2002.
parce qu'il y a un montage, un remontage qui a été fait, en 2002, bref. Mais il y a des choses intéressantes aussi, donc j'en parle un petit peu, un tout petit peu dans le bouquin. Mais voilà, il y a plusieurs versions, en série. Après, ouais, il y a plusieurs versions qui se complètent parce que justement ces différentes interprétations qui elles-mêmes s'appuient sur un matériau littéraire qui passe son temps à te dire: «Mais il y a plusieurs versions de tout, Mmh, en fait». Que les récits, c'est jamais simple, que ça dépend de qui le dit, de comment, la personne le dit, à quel moment elle le dit, à qui elle le dit et que tout ça, ça influe sur l'histoire elle-même et que l'histoire, c'est un organisme vivant, en fait, mmh. qui se construit avec les personnages qui la racontent, dans les lieux où elle est racontée et cetera et qu'il faut prendre tout ça en compte et pour moi, c'est le peut-être le thème central, des bouquins du sorceleur, c'est, voilà, qu'est-ce qu'une légende et comment elle se construit? Et qu'est-ce que ça implique et pourquoi on a besoin de légendes aussi? Parce que je pense que c'est un besoin aussi, humain, anthropologique. Voilà, cette idée qu'on a besoin des récits, on a besoin de c'est une forme de communication qui nous permet de nous construire aussi culturellement. Enfin, il y a énormément de choses dedans. Mais, ce qui est assez fascinant, c'est qu'on a un sujet littéraire qui est, bah, une histoire, ça a forcément plusieurs facettes et on a cette histoire-là qui est elle-même transmise à travers différentes facettes dans, les nouvelles et romans, dans les jeux, dans les séries, je pourrais encore en ajouter parce qu'il y a là, je parle des plus connus, mais, il y a des adaptations aussi qui ont été faites des transpositions qui ont été faites, en, roman graphique ou en BD. Il y a un manga aussi, il y a eu une comédie musicale, en Pologne qui a été faite aussi. Il y a il y a 2 jeux de rôle, heu, qui existent aussi. Donc Il y a le jeu de plateau qui sort bientôt aussi. il y a le jeu de plateau, tout à fait et moi j'adore particulièrement le jeu de rôle parce que, bah, tout le principe du jeu de rôle, c'est que, voilà, on vous donne une trame, on vous donne, un bac à sable, amusez-vous et faites Mmh, votre propre histoire et pour un récit qui est justement centré sur, bah, la multiplication, la multitude des récits, mmh. c'est génial. Enfin, voilà, d'un point de vue méta, quand tu es, chercheuse en littérature, tu te dis: «Mais c'est trop bien!» Voilà, Ouais, puis ça part. c'est et puis ça s'étend aussi au niveau du nombre de points de vue, qui sont dans l'œuvre, qui explosent à partir du baptême du feu, enfin, Tout du à tome fait. 4 du coup, où, il y a ce je me rappellerai toujours de l'introduction du tome 4 où ça commence avec, Milva, Ouais, qui se rappelle d'une conversation avec Gérald, donc on prend le point de vue de Gérald. On revient sur Milva qui faisait son flashback dans son point de vue, qui parle à Jasquier et on revient sur Jasquier qui pense à ouais, ce que Dijkstra lui avait dit et du coup on a le point de vue de Dijkstra et c'est entremêlé dans un flashback d'un flashback d'un flashback. c'est ça. Et là, tu te dis: «Alors j'espère que vous avez bien suivi qui étaient les personnages parce que sinon bon courage, premièrement». Et il y a un truc qui a été trop bien dans la, dernière saison en date de Netflix, bon, tout est pas forcément réjouissant dans l'adaptation qu'a fait Netflix. Mmh. Enfin, pour moi, il y a du bon et du moins bon forcément. Commentaire qui veut rien dire, mon Dieu. Heu, mais voilà. Mais il y a un truc, j'ai été trop contente, mon entourage n'a pas compris d'ailleurs mon engouement au moment où on a regardé la série. Dans la dernière saison, il y a un personnage, qui apparaît, qui s'appelle Applegat, Mmh. qui a un tout petit rôle, dans la série, parce qu'il y a un tout petit rôle dans, les romans, mais dans les romans, on a son point de vue. C'est-à-dire qu'on passe de moments où on a le point de vue de Geralt, de Ciri, tu vois? On a leurs pensées les plus profondes et cetera, leurs angoisses. On les suit, c'est les personnages principaux et d'un seul coup, tu as un mec qui est courrier à cheval, qui est courrier à cheval, qui, voilà, transmet des messages d'un endroit à l'autre. Tu te dis: «Mais qui c'est ce mec? Pourquoi on a son point de vue?» Et globalement, il disparaît aussi vite qu'il était, arrivé. Ouais, oui, malheureusement pour lui, ouais. Voilà, pas forcément dans de bonnes circonstances, mais il apporte en plus la masse d'informations et Ouais, c'est super habile parce que tu dis d'un seul coup, voilà, tu as un écart par un personnage. C'est même pas secondaire, c'est un figurant, là, tu vois? ouais et Et qui va interagir en plus avec les persos principaux sans c'est qu'on te ça, dise en fait, de son point de vue, donc il ne sait pas qui c'est. voilà. Donc voilà, c'est hyper intéressant et tu parlais du coup de la série, comment ils l'ont mis en scène et du coup, moi aussi, j'avais trouvé ça cool parce que on n'a pas son point de vue, on va dire, Mmh. mais il est toujours là, en fait, dans les Ouais. plans et ça, c'est super bien, en termes d'adaptation, c'est un super move, en fait, je trouve. Ouais, c'est ça et tu vois, je me suis dit,
pensais pas que ce personnage, aurait été, adapté parce que tu dis, il y a tellement de personnages, assez fascinants d'ailleurs, hein, dans l'univers. Mmh. C'est pas ce mec-là qui apparaît sur 5 pages que tu vas adapter en priorité et pourtant il apporte quelque chose qui est génial dans les textes et du coup, là, j'étais trop contente de le voir arriver. Je fais: «Mais c'est trop bien comme interprétation!» Voilà, donc j'ai été assez contente de voir que, par moments, j'ai l'impression que Netflix, il passe un peu à côté de je vais pas dire il passe à côté de l'œuvre, mais il passe à côté de ce qui, pour moi, faisait, le sel, de l'œuvre, où il passe très vite, en tout cas, sur certains points et là, sur ça, je me suis dit: «OK, là, ils ont bien vu que si on avait cette question de différents récits, de différents points de vue qui se construisent et que, il y a une pertinence sur ça». Donc rien que, tu vois, un petit détail comme ça, j'étais vraiment contente. Mmh. Moi, je pense que Netflix, au-delà de ça, alors moi, je suis pas. La série, je la regarde parce que voilà, je suis un peu quand même, voilà, j'aime beaucoup l'univers, tout ça. La série me satisfait quasiment jamais, mais il y a quand même des, comme tu dis, le petit clin d'œil d'Applegate, d'autres points dans la saison 3, par exemple, qui m'ont plu. Je trouve qu'en fait, ils ont un travail aussi qui est pas facile parce que c'est un truc que je me rends compte en discutant de The Witcher avec des gens. Le point négatif de The Witcher 3, c'est qu'il a créé une image de The Ouais, Witcher qui n'est pas ce qu'est l'histoire. tout à Où fait. les gens me disent: «Oui, mais alors là, ça parle beaucoup, mais moi, je veux juste voir Gérald tuer des monstres, en fait». Et je dis: «Ouais, mais je Ouais, comprends, c'est mais pas ça c'est les pas textes. ça l'histoire de The Ouais. Witcher, en fait. Au contraire, c'est tout l'inverse, du coup, Et tout l'intérêt, c'est surtout de, bah, comment tu tues pas les monstres mmh, et bah, ouais, tu tues les monstres, mais quand ton métier, c'est de tuer des monstres, plus tu les tues, moins tu as de métier. Enfin, c'est donc tu ça, vois, il y a toute une réflexion super profonde derrière et c'est vrai que si tu t'arrêtes à, bon, bah, il y a tel, voilà, il y a une strige, il y a un griffon, machin, il faut que je le tue de telle façon avec telle potion. Oui, c'est cool pour le gameplay, c'est c'est sûr, ça. Et tu parlais mais tu parlais de 2 choses tout à l'heure, si je dis pas de bêtises, résolution, passive mmh. et tu parlais de Blood and Wine, du coup, qui dépeint la région de Toussaint. Et en fait, je m'étais retrouvé il y a quelques années quand je jouais au jeu, j'avais pris ça en note. C'est un chevalier qui est paumé dans un coin de la map et en fait, il a un dialogue, avec Geralt, en fait, où il dit, «Ah ben, un sorceleur, tiens, c'est marrant, heu, c'est marrant de vous voir parce que moi, je suis un chevalier et en fait, c'est marrant parce que dans quelques années, comme vous, moi, en fait, j'existerai plus. Je serai, Ouais, vous avez déjà un pied dedans. Moi, je suis en passe de passer aussi à la postérité de mon existence». Donc c'est ça. et ça, je trouve que c'est en termes de clin d'œil, ça montre bien ça raconte The Witcher se passe dans un monde qui est sur le point de disparaître, en fait, une réalité qui est sur le point de disparaître aussi. Ouais Ouais. et ça, c'est, parmi les trucs, heu comment? Dans les parallèles notamment avec la légende arthurienne, tu vois, il y a des choses, des personnages, des voilà, des objets ou des trames au niveau de la narration, Mmh. mais tu as aussi justement ce côté, fin d'un monde, fin d'une époque et ça, c'est quelque chose qui est, très présent dans peut-être le texte arthurien le plus, célèbre, c'est, Le Morte d'Arthur d'un auteur, anglais qui s'appelle Thomas Malory, qui écrit au XVe siècle et qui, en fait, a repris globalement tous les textes qui précédaient, tous ceux auxquels il avait accès et il les a compilés pour en faire une histoire, cohérente, tu vois? Avec un début, un milieu, une fin. OK. Donc l'intérêt en fait, quasiment toutes les interprétations qu'on a aujourd'hui de la légende arthurienne, les films, les BD et tout, c'est très souvent, inspiré de Malory parce qu'il a donné une trame complète où tu retrouves tout dedans, dans le bon ordre, avec de la cohérence et tout ça. Donc c'est une œuvre qui a marqué énormément, tout l'imaginaire, occidental et que Sapkowski, connaît, clairement. Mmh. Ça, j'ai voilà, aucun doute sur ça, je l'affirme haut et fort. Mais, mais chez Mallory, tu vois, il écrit à la fin du 15 enfin, au 15e siècle, à la fin du 15e siècle. C'est la fin de ce que nous, on appelle le Moyen Âge avec notre recul, historique. C'est la fin de la chevalerie, parce que, bah, voilà, c'est le monde évolue, on n'est plus sur les mêmes enjeux, les mêmes, priorités et dans le texte de Mallory, tu as cette nostalgie de un monde qui est en train de mourir, voilà, les valeurs qu'on défendait, bon, bah, elles ont plus trop de sens, donc qu'est-ce qu'on fait maintenant, avec tout ça? Et qu'est-ce qu'on fait avec, tous ces hommes, qui Mmh. ont appris à se battre, et qui se connaissent que ça, dans un monde où, bah, la chevalerie, est en train de disparaître? Et ça, tu ressens en fait toute cette nostalgie, toute cette émotion vraiment, sociétale, j'ai envie Ouais. de dire, tu retrouves ça, dans The Witcher à travers, ces sorceleurs, une sorte de nouvelle, classe de chevalerie, qui, bah, voilà, qui est
qui est quand même différente, hein, qui est méprisée parce que c'est des mutants qui sont traités à part et cetera, qui sont payés, et qui sont toujours, en galère d'argent, contrairement aux chevaliers. Donc tu vois, tu as plein de différences aussi, Mmh. mais qui savent très bien qu'ils sont condamnés et voilà, comment tu fais pour, exister, pour continuer à exister dans ces conditions? Et est-ce que tu veux continuer à exister en tant que, tu vois, en tant qu'institution? Oui, Enfin et tu as une grosse réflexion derrière. Alors oui, tu vois, tu as des histoires de Geralt qui tue des monstres et qui, couche avec des magiciennes parce que, voilà, c'est encore une fois, c'est une occupation comme une autre. Mais tu as tout cet arrière-plan derrière mmh, et en mode, bah, ouais, on se divertit, on se change des idées, mais pour pas voir que notre monde est en train de mourir, quoi. c'est ça. Et là, tu te prends une claque parce que tu te dis: «Ah ouais, ouais, ça me parle vachement». C'est ça. Bah, ouais, le froid blanc, quand tu le mets en perspective de ce que racontent les prophéties d'Ithilé et tout, bah, ça va vite, sur, nous, en fait, tu vois? Ça va vite sur une mise en abîme de ce que Bah, ouais, hein. voilà. Mais et du coup, je reviens juste sur la figure que tu parlais du chevalier, qui est en comparaison avec le sorceleur. Ouais. Il y a pas si longtemps, j'ai échangé sur les réseaux avec, une personne qui a un compte Instagram qui s'appelle Ronin of Rivia et en fait, Très joli nom. qui vit au Japon, en fait, et canalise, le personnage de Geralt sous le prisme des, Ronin, en fait, D'accord. et qui du coup a fait, bah, comme tu dis, sur la fin d'une époque, parce que c'est vrai que finalement, quand tu prends les chevaliers et la figure Ouais. des samouraïs, il y a quand même beaucoup de parallèles à faire, et du coup canalise vraiment, Geralt comme a été fait, bah, dans Witcher Ronin, le manga Mmh. qu'on a vite fait mentionner tout à l'heure. Elle mentionne, bah, que pareil à l'époque, bon là pour, petite question Edo, avant de passer, à l'ère, Edo du coup, du Japon, où les samouraïs du coup chutent, enfin perdent leur titre de noblesse parce que le titre de samouraï était un Mmh. privilège entre guillemets. Bah là c'est pareil en fait, en gros tu es à la fin d'une époque, il y a des samouraïs qui luttent encore pour exister en tant que caste et qui veulent pas lâcher leur katana, donc tu as vraiment ce truc qui se met en parallèle quoi. Mais c'est ça, c'est que tu te rends compte que c'est un concept qui est vraiment, transversal, Mmh, je veux dire presque, voilà, universel, atemporel, et tu vois, on peut retrouver des échos aussi, voilà, à travers le monde et dans ce que nous on vit alors qu'on a clairement plus de chevaliers, on oui. a jamais eu de sorceleurs, on a des monstres mais qui sont bien différents, aujourd'hui. Oui. Mais ouais, tu dis il arrive Sapkowski, il arrive à créer un univers qui nous parle, alors même qu'il est extrêmement différent. Enfin, c'est tout le principe d'une grande œuvre, hein, que ce soit Mmh, en fantasy, en pop culture ou dans d'autres choses. C'est que, voilà, on va nous raconter, quelque chose de précis, de particulier et que, nous, en recevant l'œuvre, on arrive à en tirer l'universel, et à trouver quelque chose qui nous parle mmh, et effectivement. tu dis que, bah, c'est vrai que du coup, si tu t'arrêtes à: «C'est un sorceleur qui tue des monstres», c'est bête de s'arrêter à ça parce qu'il y C'est a ça. tellement plus. Mmh. Voilà, c'est vrai, hein, on est d'accord que c'est la base, mais Oui, il c'est y a la beaucoup base. plus. Et oui, comme tu dis, le fait qu'il y a beaucoup plus, parce que le fait que le personnage de Ciri devienne le personnage principal, entre guillemets, d'une certaine manière, quand Oui, tu oui. prends, voilà, ou tout l'aspect politique aussi, que je sais qui déplaît à beaucoup, beaucoup de gens. Par contre, qui déplaît à beaucoup, beaucoup de gens, C'est mais vrai? ouais, mais on en faisait les échos sur la saison 3. Les gens sont toujours perdus sur l'aspect Ouais, politique. ouais, Et pourtant, ils l'ont simplifié. c'est clair. Mais j'ai une amie qui s'appelle, enfin qui était avec moi sur le podcast, qui s'appelle Phobos, Phobos Cosplay, qui fait coucou si elle écoute cet épisode, qui a soumis un truc intéressant. Je pense qu'ils ont tellement simplifié qu'on s'en rend peut-être pas forcément compte, qu'ils ont enlevé des trucs qui peuvent rendre, compréhensibles les alignements politiques du Nord. Ouais, ouais, ouais et mais il y a des trucs que je comprends pas trop sur la simplification et notamment dans cette saison 3. Parce qu'en fait, il y a une volonté de simplification, mais alors que dans la première saison, ils ont fait exprès de mettre des chronologies, Ouais, 3 éclaté. 3 chronologies parallèles et pas avec le même rythme et cetera. Ce qui était ambitieux, c'est peut-être un peu risqué, mais j'ai Ouais. trouvé au moins ambitieux pour une première saison et du coup, tu as l'impression qu'ils font machine arrière en se disant: «Bon, on simplifie à outrance parce que les spectateurs sont un peu bêtes». Alors déjà, non, Non, ça marche voilà, pas comme ça. premièrement et ensuite, tu vois, ils simplifient sur certains éléments et sur d'autres, j'ai l'impression qu'ils arrivent enfin, ils arrivent pas à exploiter, à aller au bout, tu vois? On parlait des différences de point de vue, par exemple, dans, la saison 3, il y a tout un épisode qui est construit sur enfin, qui pourrait être mieux construit sur la Oui. différence de point de vue, où tu as tout le bal, globalement, hein, et
les péripéties qui s'en suivent. Encore une Voilà, fois, c'est ça. je veux pas, je Et veux pas qui est un spoiler. peu enfin, c'est une pierre angulaire vraiment dans l'histoire, quoi. Donc, Mais ouais, c'est un épisode et c'est un épisode qui est génial parce qu'en plus dans les romans, on n'a pas la descri enfin, on n'a pas le on vit pas le bal. le bal, tu vis pas tout ce qui se passe à ce moment-là. Tu as que les récits des différents personnages après et tu dois reconstruire l'histoire avec leurs différents points de vue. Donc tu vois, c'était très malin de se dire: «Bah, on met en scène, ça va être spectaculaire et cetera. On met en scène ça, OK, le médium se la série se prête très bien, Mmh. à ça». Mais tu vois, ils construisent, tu retrouves, 2 fois les mêmes scènes, avec des choses un Mmh. tout petit peu différentes, mais en même temps pas des points de vue bien assumés. Tu sais pas qui tu suis, Mmh. tu sais pas pourquoi on a des bouts de phrases là et pas là, qui sont pas tout à fait les mêmes, mais en même temps ça t'apporte pas plus d'infos et pendant tout ce temps-là, tu as la musique à l'arrière-plan qui te crie qui enfin, en arrière, qui te crie dans les oreilles: «Attention, attention, il va se passer un truc!» Voilà. Ça m'a fait rire nerveusement parce que Je fais: «Mais qu'est-ce que c'est vous faites vraiment là?» c'est vraiment le tu sais l'art médiatique du fameux, tu sais, le fameux show don't tell. Ah ouais, Bah, mais eux, là c'est tel, 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 quoi. C'est c'était fabuleux, tu sais, parce que la musique est cool, hein, c'est pas le problème, mais toute la puis en plus, c'est répété en boucle. C'est: «Attention, tout n'est pas ce que ça semble être, ouh là là!» Oh mais sérieusement, on le voit très bien, c'est le oui, principe. En plus, c'est un monde de magiciens, on nous dit répète depuis le début que c'est un monde d'apparence et d'illusion. C'est bon, on n'est pas complètement oui, crétin. c'est ça. Ah, tu envie de dire: «Bah non, là, c'était bête, il y a» tu vois, il y avait tout pour le faire et ils arrivent encore une là, ils arrivent avec des gros sabots en mode: «Bon, alors on va bien signaler tout avec des gros panneaux lumineux parce que sinon les spectateurs ne vont pas comprendre». Bah, Voilà. ouais, mais du coup, ça marche pas. Je suis désolée. Ouais, voilà, c'était le bilan rapide de la saison 3, qui Voilà. s'apparente totalement à celui qu'on a fait dans l'épisode bilan saison 3. Ouais, c'est bon. C'est bien ça. On f voilà, on retrouve des échos. On se Bon, rejoint. après, voilà, je persiste à croire qu'il y a des bons éléments. Moi, je suis Mmh. notamment contente que dans la saison 3 ils aient fait un épisode sur, toute la partie où Ciri est dans le désert. Désert de Korat, ouais. Qui est un moment qui, moi, dans les livres, m'a traumatisée, hein, je Mmh. pense. Mais j'attendais ce passage, tu vois, avec impatience et en même temps pas mal d'appréhension parce que c'est une lecture qui m'a vraiment, Mmh. affectée. Voilà, j'ai vécu l'angoisse avec le personnage et du coup, je voulais revivre, en même temps pas revivre ça. Donc bon, c'est bien qu'il l'ait mis sur un épisode, il pouvait difficilement faire plus, du point de vue de la narration. Mais ce qui fait que c'est un moment qui est quand même décisif dans le parcours de, voilà, Bien sûr. de l'héroïne, parce que, voilà, elle bascule aussi et bah, du coup, là, ça va un peu vite. Mmh. Voilà. Mais bon, Je suis d'accord. c'est toujours pareil, hein, le roman permet d'avoir les pensées du personnage déjà, d'avoir vraiment ce qu'elle ressent. C'est plus difficile à faire avec, ce Mmh. format-là. Donc C'est clair, bon, vu les circonstances, ils s'en sortent pas trop mal. Voilà. c'est ça. Et pour finir, tranquillement, je voulais savoir, parce qu'on a c'est vrai que c'est quelque chose qu'on parle pas forcément tout de suite, mais tu parlais des séries et je Ouais. voulais qu'on parle de tous ces petits trucs annexes, notamment, du coup, de la série, sur les rats qui va Ouais. arriver, parce qu'on a déjà un Ouais. acteur pour Léo Bonnard, en plus, Oui. donc J'ai voilà. tellement hâte. Bah, Pardon, là, moi, en c'est tant que fanboy, c'est pareil, hein, c'est, Léo Bonnard, il a été name droppé, en plus, si je me souviens, dans la saison 3. Oui, oui, il a été ils l'ont annoncé Yennefer lâche son nom, je crois, parce que, bah, puis vu qu'on a les rats, tu vois, oui, c'est lié et enfin, c'est peut-être le personnage que j'attends avec le plus d'impatience de toute la saga, moi aussi. alors que enfin, je le déteste, mais il est tellement fort dans les bouquins, tellement un personnage qui te prend aux tripes et qui a vraiment énormément de potentiel. Quand ils ont commencé à annoncer, voilà le casting, j'ai oublié le nom du comédien, mais j'ai vu sa photo, je fais: «Ah ouais, je sais très bien pour quel rôle ils l'ont choisi Ouais, et il va être parfait. Physiquement, il correspond parfaitement à ce que c'est ça. j'imagine». Donc voilà, clairement Netflix, je pense pas que vous soyez en train de nous écouter, mais si vous nous écoutez, ne merdez pas sur ça parce qu'on attend vraiment ce Ah, c'est personnage qui bah, et surtout d'autant plus que oui, là, il faut mettre le paquet sur Bonnard vu qu'ils nous ont supprimé un antagoniste, enfin, il nous a voilà. Mais oui! Non, mais je suis parfaitement d'accord, je vois tout à fait ce que tu veux dire. bah, celui-là et Phila Vandrel aussi qui, Bah, après je comprends par rapport à ce qu'il y a il est dans moins les oui,
voilà, ce qu'il y a dans les textes, je comprends, même si là, ils l'ont bon, C'est violent comme fin de tournage quand même, hein. c'est violent, ouais. Tu dis: «Ah bah non, je l'aimais bien et je m'étais attachée et tout». Bon, c'est un peu abrupt, mais voilà, tu sens qu'ils essayent ils vont dans une autre Mmh, direction, à ce niveau-là c'est aussi. ça. Mais enfin bon, même sur la chasse sauvage et sur, un autre personnage, qui est Avalak qui apparaît Mmh, dans Blood Origin, l'héritage du sang, tu dis: «Ah mais ouais, mais ça, c'est des personnages très costauds», enfin, mmh, avec un arrière-plan, avec une prestance, dans les bouquins. c'est Et clair. tu dis, voilà, là, vous introduisez, du haut de gamme, donc ouais, c'est tant mieux, hein, c'est bien que ça prenne cette direction-là. Ça montre qu'ils veulent aller au bout. Ça montre qu'ils veulent C'est aller au ça. bout. Mais tu vois, quand je vois ce qu'ils ont fait d'un personnage comme Rience, heu, qui dans les bouquins est un peu de seconde zone quand même, c'est un méchant, mais enfin, il est Non. pas à ce point-là, quoi. Là, ils te le présentent comme, Jasquier, il est traumatisé, par ce mec-là et mais en fait, il te l'amène pour montrer que la magie du feu, c'est dangereux et cetera, mais voilà, c'est fait de façon, indirecte, tout comme le personnage de Falca, mais ça, c'est encore un autre Mmh. souci qu'on t'évoque un peu ponctuellement dans les premières saisons pour te dire, «Oui, oui, mais c'est une, voilà, c'était une femme, donc forcément elle était mauvaise». Déjà, tu vas me Au dire: «Bon, secours. ça, voilà». Et tu sens qu'ils te l'amènent parce qu'ils vont servir de modèle ou de contre-modèle, tu vois, dans la suite du parcours. Mais ils nous font de Rience un personnage super dangereux et qui traumatise Jasquier et cetera. Tu as envie de dire: «Mais Rience à côté de Bonnard, c'est le Ah monde des c'est bisounours, oui, hein», oui, c'est clair, hein, c'est clair. j'ai très peur voilà, de ce qu'ils vont faire parce que s'ils veulent correspondre à ce qui est dans les bouquins, oui, il m'a traumatisée, enfin, Le c'est ça qui est ouais, c'est bien. la vraie force du personnage de Bonnard, c'est qu'il a ce côté de personnage a priori inoffensif à premier abord et qu'en Ouais, fait, il a pas tous ces atours que pourrait avoir un Vilgefortz, la prestance que pourrait avoir un Geralt à première vue oui. et en finalité, il est plus terrifiant que n'importe quel personnage de l'histoire, en fait. C'est ça qui est bien, C'est quoi. ça et parce qu'en plus, il est très ambigu parce qu'il a enfin, tu vas pas dire qu'il a enfin, je vais pas dire qu'il a des bons côtés parce que Non! c'est too much. Mais il fait des trucs quand Ouais, même, enfin, il donne des choses, voilà, sans en fait, c'est difficile de pas trop spoiler pour pas non, gâcher l'histoire. c'est clair. Mais tu vois, il permet, voilà, il permet des progressions de certains personnages, heu, alors de façon, souvent cruelle, mais il est super utile, dans la narration. Il est très, très bien, présenté dans les textes où j'ai rarement autant détesté un personnage, heu, comme ça. Alors, c'est, peut-être Manon Lescaut, dans le roman qui a aucun rapport, voilà, un personnage que je déteste, mais qui a d'autres raisons, tu vois? Là, tu dis: «C'est un beau personnage» parce que tu le vois, en fait. Mmh Tu le et vois, tu le détestes et tu vois toute sa richesse, narrative. c'est ça et vu toutes les exactions qu'il fait, notamment sur, les dernières emphases où on peut le voir, Ouais. le rôle qu'il a en fait pour, dans sa clôture de l'œuvre, c'est une véritable épée de Damoclès qui plane sur tout le monde en fait et c'est, voilà, comme tu dis, il y a une richesse narrative derrière, Léo Bonnard qui est folle, quoi. C'est ça et alors dans les bouquins, il est en fait c'est le dernier boss, hein, si on veut, avant l'empereur, Émir, voilà, on Mmh. va simplifier, heu, mais vu ce qui se passe avec l'empereur Émir, ça voilà, c'est encore Oui. une forme de combat qui est avortée, si tu veux, une forme Mmh. d'affrontement qui est avortée et du coup, ce qui fait que c'est vraiment Bonnard qui est, voilà, le paroxysme de tout ce qui est le plus mauvais, dans cet univers qu'on te dépeint comme un univers, voilà, sombre où tout le monde est corrompu et cetera. C'est lui qui va le plus loin Mmh. C'est dans tout ça. ça et tu dis: «Bah, ouais, mec, t'as la pression, pour jouer ce personnage» et donc j'espère que Netflix, voilà, pourra aller au bout sans que ça devienne ridicule parce que c'est un risque aussi. Ouais, le personnage peut être un peu sassy, un peu, peut être too much, Voilà, quoi. Je vois ce que puis tu veux enfin dire. et puis des tortionnaires, dans des séries, de fantasy médiévaliste, Ouais. Game of Thrones, il y en a eu deux trois. Tu ceux qui marchent, voilà, t'as as Joffrey, t'as Mmh. Ramsay Bolton
Puis tu as ceux qui marchent, moyennement comme Littlefinger parce Mmh. qu'ils tombent dans le ridicule. Donc voilà, faut réussir à trouver, Ouais. un bon équilibre, mais enfin, c'est super stimulant, d'attendre, d'attendre ça et de te dire: «Bah, voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié dans les textes, enfin que j'ai aimé détester». Heu, J'attends de voir ce que ça va être. Ça va forcément être différent de ce que j'ai en tête. Reste à voir s'ils arriveront à me traumatiser de la même façon. C'est Ouais. horrible de demander ça, Traumatisez-moi, s'il vous s'il plaît. vous plaît. Et on finit tout doucement, du coup, avec ce dernier petit sujet. Le film d'animation, du coup, qu'est-ce que tu en avais pensé? Toi, le Hem, cauchemar du loup, c'est ça? Le ouais, cauchemar c'est du loup? ça, Nightmare of the Wolf. Alors c'est, au niveau du style graphique, je regarde rarement, des animés. D'accord. Donc moi, il a fait un petit temps d'adaptation, même si, c'est pas un style trop, voilà, on va dire trop extrême, ce qui fait que pour mes yeux occidentaux, c'était, ça allait pas trop mal. Hem, j'ai bien aimé ce qu'il proposait, c'est-à-dire l'approfondissement d'un personnage, qui fait partie des chouchous aussi du public, hein, Vézémir, c'est dans les jeux, on s'est surtout dans les jeux, on s'est beaucoup attaché à lui. Oui. Heu, Après, j'étais un peu déçue de ce qu'ils ont fait, de lui, voilà, de son parcours et cetera. Ce qui se justifie, hein, au sens où c'est des personnages qui vivent très longtemps, et donc ils peuvent évoluer. Mais tu te dis: «Bah, du coup, c'est quoi l'intérêt de me montrer ce ce passé, cette Mmh. facette du personnage?» En fait, ça a un sens quand tu considères pas le personnage lui-même, mais le monde, Ouais, tel qu'il et est, l'événement qui est retranscrit à ce moment-là, ouais, du coup. voilà. Parce que c'est ça qui, voilà, va avoir un moment, marquant. Après, vu la temporalité, vu la jeunesse qu'a, Vézimir dans l'animé, tu dis: «Bah, on a des problèmes avec un Mmh. autre personnage qui apparaît Oui, là-dedans et qui est oui, ça ne marche pas. C'est ça marche pas du tout. Oui. beaucoup trop tôt pour ça». Donc voilà, là, il y a un petit côté, clin d'œil, fanservice qui marche pas comme dans Les Animaux Fantastiques où ils font apparaître McGonagall alors qu'elle a rien à faire là, à ce C'est moment-là, ça. enfin, voilà. Donc tu as des petits trucs comme ça, mais voilà, au sens où, tu vois, j'étais contente d'avoir l'arrière-plan, le passé d'un personnage Mmh. qu'on apprécie, mais bah, c'est pas ce que j'avais envie de voir de ce personnage. J'avais envie Pareil. qu'il soit heureux, j'avais envie que voilà, Ah, et là, non. ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, c'est vrai que moi, par contre, j'aime beaucoup l'animation. Les gens Ouais. qui nous écoutent, de toute façon, doivent commencer à le comprendre. J'aime beaucoup l'animation. Du coup, j'étais assez, on va dire, content de voir Mmh. que The Witcher se testait sur l'animation. Et du coup, moi, j'ai été, comme toi, déçu de la vision de Vézémir qui nous a été montrée. Et ce qui m'a d'autant plus déçu, c'est en fonction de ce qui a été utilisé en termes de référence dans l'animation, j'ai vu en fait un espèce de produit d'appel à un public qui ne regarderait pas The Witcher en fait. C'est Parce clairement que ça. j'ai pas pu m'empêcher que les espèces d'équipements de l'attaque des titans que les sorceleurs ils ont, je me suis C'est dit, vrai. ça c'est juste de l'exploit pour dire, hé, regardez, vous aimez bien l'attaque des titans. Vous pouvez peut-être C'est regarder The Witcher. c'est vrai, mais c'est clairement pensé comme ça, hein, de la part Oui, de Netflix, et d'ailleurs, parmi les différents projets, on évoquait, ce qui serait probablement une mini-série sur les rats. On n'a pas voilà, ils sont un peu radins avec les infos pour le moment, donc on attend. Mais parmi tous les projets, ils envisagent aussi de faire un film d'animation jeunesse. oui, j'ai vu ça, j'ai dit pardon. C'est Et tu as envie de dire alors je dis pas, hein, que tu peux pas faire, il y a tu vois tu vois, on parlait de Toussaint, il y a tout un oui. épisode au Pays des Contes de Fées et cetera, même s'il est très enfin c'est dark, Il y a toute l'utilisation des Réponse qui contes, s'est pendue avec ses cheveux, voilà, donc des choses comme ça, enfin tu croises, je enfin les personnages de contes de fées que tu croises d'ailleurs, voilà, dans la série, on a croisé Renfri, on a croisé, et ben, Nivelaine et cetera. juste sur Ouais, Renfri, je n'avais jamais capté que c'était Blanche-Neige. mais dans la série, ils l'ont pas exploité. Mais Enfin, alors moi, c'est j'ai lu d'accord, alors bon, le tome 1, j'ai lu moi j'ai commencé à lire ça quand j'avais 12 ans et c'est vrai que c'est celui que j'ai pas relu le plus souvent. C'est maintenant quand je les relis, je commence direct à la saga. Je ouais, prends plus les nouvelles je et comprends. c'est vrai que j'avais jamais capté, que c'était Blanche-Neige, en fait. Ouais, c'est ça, c'est faut
lire un peu entre les lignes sur le Ouais. côté, la princesse, Mmh. exilée, chassée par un bûcheron qui va se réfugier auprès de cette, alors cette nain, cette gnome selon le la traduction, mais oui, alors après qui, du coup, qui vole, qui tue, qui, se prostitue pour pouvoir survivre. Ah ouais, mais c'est pas la version de Disney ça, voilà. Donc forcément, tu vois, Sapkowski, il joue avec tout ça pour en montrer à chaque fois les versions, très dark ou très, Mmh. pas forcément dark pour le plaisir, tu vois? Mais avec, bah, tout ce que ça implique, aussi la une autre lecture de ces contes. Donc là, Netflix, s'ils veulent faire une version jeunesse, déjà, je sais pas trop sur quoi ils vont s'appuyer et ensuite, quel est l'intérêt? Si l'intérêt, c'est de d'amener un nouveau public, bah, ça sert à rien de les amener trop jeunes à The Witcher, tu vas Ouais, nous les c'est traumatiser, quoi. ils auront quoi en plus, ce nouveau public, s'ils arrivent, en fait? C'est ça que je trouve bizarre, Bah, c'est ça, ils vont t'imagines, ils avoir ce font film et après tu dis: «Ah bah, je sais pas, tu un enfant, tu te dis, "Ah bah, j'aimerais bien voir autre chose" et tu débarques, ouais, c'est un peu oui, c'est bah, bizarre. ouais, quelles que soient les autres, les autres, œuvres que tu regardes, si on reste chez Netflix, l'animé, il est pas fait pour enfants, la série, elle est pas faite pour enfants, Blood Origin, bon, elle est pas faite pour, qui que ce soit, mais Pour les enfin, gens, voilà. voilà, mais j'ai envie de dire, bah, ouais, je comprends l'idée d'avoir toujours un public plus grand parce que, voilà, la logique économique derrière, si tu veux, mais c'est risqué Ouais, d'attirer un public pour, ensuite, les traumatiser derrière s'ils continuent l'univers. Enfin voilà, donc je regarderai avec plaisir, hein, s'ils font quelque chose, ouais. mais voilà. J'en avais parlé rapidement là, parce qu'on va pas tarder à conclure, mais je voyais, pour les rats, c'est Ouais. potentiellement une série de braquage. Oui, 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 C'est ça, c'est ce que j'avais vu. c'est ce qui prévoit ce qui est cohérent, hein, vu le, Bah, vu de heu, comment on les voit arriver aussi dans les livres, on sait qu'il y a eu un voilà, truc comme ça aussi, mais après, moi je me demande quelle période ils vont mettre en scène, en fait, parce que Ciri, elle reste un petit moment quand même avec eux et Je crois que Freya Allan n'est pas dans la série. bah, c'est ça, voilà, Je donc ça crois que veut c'est dire que l'origin story des rats entre guillemets, voilà, mais ça veut et dire qu'on va s'attacher à des personnages, avec leur jeunesse et cetera, pour après ce qui les va leur voir, arriver, ouais. alors les voir non seulement, souffrir, Ouais. parce qu'ils souffrent, hein, clairement, mais en plus, enfin, je encore une fois, je vais pas dévoiler, mais il y en a au moins un qui fait un truc qui est pas cool, Oui, vis-à-vis de l'héroïne. c'est ça, Voilà, exactement. qui du coup, voilà, se survit ou se raccroche à ce qu'elle peut, d'une façon qui est elle-même très ambiguë et on pourrait peut-être même dire pas cool aussi. C'est Alors ça, je parle avec exactement. beaucoup de périphrases, si vous ne savez pas de quoi je parle, ça doit être très flou, mais voilà, n'empêche que, donc je me dis: «Ouais, on va s'attacher». Généralement les trucs de braquage, c'est un peu fun, un peu, tu vois, voilà, il y a le côté rebelle. Quand tu sais ce qui leur arrive derrière et ce qu'ils font, c'est Ouais, c'est un peu bizarre, à part s'ils prévoient de changer cet événement, je vois pas trop l'idée, mais bon. bah, c'est ça. Mais après tu dis s'ils changent cet événement, Oui, alors ce qui me dérange pas en soi parce que le concept de, il faut qu'il y ait cet événement traumatique dans le parcours du personnage pour que, elle s'endurcisse, voilà, c'est un cliché oui, de la fantaisie, j'aimerais bien à la limite qu'on s'en sépare. Mais bon voilà, après à la limite s'ils suppriment cet épisode, ça me dérange pas, même si malgré tout, bah, ça fait partie de ce qui pèse dans cet univers. Donc mmh. voilà, c'est un choix à faire. Je suis assez contente de l'actrice qu'ils ont prise pour, faire, Missel. Oui, elle est très cool. Elle est très, très Ouais, cool. donc puis je me dis que ça peut, voilà, ça peut faire, des jolies choses, pour la suite. Moi, je pense que du coup, elle n'aura pas du tout le même destin que dans les bouquins. Sur son Mais destin final, tu ouais, veux je dire? pense qu'elle aura pas ce destin-là. Mais Dans un sens, j'aimerais bien parce que ouais, ça fait partie de ces personnages auxquels tu t'attaches c'est tellement, ça, enfin, c'est c'est ça. voilà. Mais c'est là que tu te rends compte à quel point tu as plein de personnages secondaires, auquel tu t'attaches énormément Mmh. pour plein de raisons différentes et c'est enfin assez incroyable comme œuvre et c'est pour ça que, voilà, réduire cette œuvre-là à, même à ce qu'ont fait les jeux, hein, les jeux, si tu survoles, tu as l'impression que c'est que, du combat parce que c'est tout le principe du gameplay. Bien sûr. Ah, bon, à partir du deuxième ils exploitent beaucoup plus le côté enquête, voilà, tu cherches les indices et cetera et tu reconstruis les histoires, donc ça c'est cool. Mais tu dis, il y a
tellement de potentiel sur plein de très beaux Mmh. personnages. Je comprends, Netflix quand ils se sont dit: «Mais, là, il y a de quoi faire, voilà, un Witcherverse, avec, plein de facettes différentes». Reste à voir maintenant si, ça sera à la hauteur parce que pour l'instant, Netflix, Ouais, c'est ça. ça rame un peu. Et puis je suis pas sûre que ce soit avec le départ d'Henri Cavill que ça aide, mais ça, Non, malheureusement, ça, voilà. c'est clair. Bon, bah, on a fait le tour, je pense. Du coup, si vous avez déjà lu, ce que je conseille, hein, si vous avez déjà lu l'entièreté des romans de The Witcher, et que vous aimez les jeux vidéo, que vous êtes un fan et que vous êtes intéressé, je vous conseille grandement de vous procurer du coup le livre de Justine parce que c'est aussi passionné et poussé que, ce que vous avez pu entendre là. Donc, Alors, par contre, ouais, effectivement, je précise parce que la question m'a été posée. Hem, on m'a demandé: «Est-ce qu'il faut avoir lu les livres, pour, lire mon bouquin?» Bah, c'est comme vous voulez, mais si vous connaissez pas les bouquins, ça va pas vous servir que j'analyse les bouquins, voilà, ça va pas trop vous parler et surtout, bah, je dévoile des éléments de l'intrigue. Voilà, oui. j'essaye de pas trop le faire, mais il y a au moins un ou 2 moments où il faut que j'évoque des choses qui sont dévoilées tout à la fin pour pouvoir, analyser et expliquer. Donc si vous voulez pas vous faire spoiler, c'est mieux de, lire les bouquins, au moins les voilà, profiter des bouquins parce qu'ils sont absolument, géniaux. Mais, sinon, c'est bête que l'analyse que je propose Mmh. vous gâche l'aventure. Donc, C'est profitez des clair. textes de Sapkowski d'abord, voilà. C'est clair et puis, c'est le moment de commencer vu qu'il va y avoir un prochain roman, qui va sortir, Ouais. c'est 2024 je crois, hein, qu'il a dit courant 2024, hein? Ouais, c'est ce qu'il a annoncé, sachant que, normalement, on devrait pouvoir avoir une traduction française, assez vite dans la foulée parce que, voilà, il y a une très bonne équipe qui gère ça, chez Brajlon donc, Ouais, si vous ne lisez pas le polonais, comme moi, comme moi aussi. que voilà, donc, on aura la chance de pouvoir avoir une traduction. Et en plus, Sapkowski sait très bien qu'on a d'autres sagas de fantasy qui sont au point mort parce que les auteurs ne annoncent des livres qui ne sortent jamais, n'est-ce pas, George Martin? George Martin qui est en déni d'écriture depuis 10 ans. «Oh ouais, Le ça arrive, ça pauvre! arrive». Le pauvre! Non, mais tout le monde le saoule avec ça et de non, tu m'étonnes. Mais du coup, voilà, Sapkowski a clairement dit que lui, quand il annonçait un truc, c'est qu'il, il va le faire Oh donc la pique! Oh la exactement. la Je gratuité du combat des vieux monsieur. exactement. Les vieux auteurs blancs que Ouais, c'est veux-tu? ça. «Oui, ben moi, Voilà, mais bon, écoutez, messieurs les vieux auteurs blancs, continuez à écrire voilà, des livres qui nous passionnent, mais publiez-les quoi, au bout d'un moment. exactement. Merci beaucoup Justine. Je t'en prie, Ce merci à fut toi. un plaisir de t'avoir reçu. Du coup, vous pouvez suivre, Justine, sur Twitter, je crois. Tu es assez active aussi sur Twitter Oui, oui, et oui. sur Spoiler Rennes aussi, tu fais partie de l'équipe, du podcast. Ouais, je salue, du coup, tous les copains du podcast de Spoiler. Donc, si vous voulez m'entendre parler de plein de séries de, science-fiction, fantasy, fantastique et j'avoue que régulièrement je parle de The Witcher parce que ça me voilà, je parle de ce que j'aime, hésitez pas à aller écouter aussi, les podcasts de Spoilers, Ils entre sont 2. très sympathiques. Voilà, voilà et tu bosses sur un autre bouquin? Tu as un autre bouquin en projet ou quoi avant qu'on se quitte? Oui et d'autres bouquins en projet, le prochain sur la liste, c'est un peu plus je reviens à mes 1ères amours, du Moyen Âge, direct et je parlerai de Robin des Bois. Oh! Ouais, avec, William Blanc et Jonathan Froucault que je salue. Je salue plein de gens dans ce podcast, c'est Ah, génial. William Blanc qui est, médiéviste, aussi du Tout coup, à fait ouais, et ouais, Jonathan Froucault aussi, donc mmh. on a formé une dream team de joyeux compagnons. Ah les Heu, X-Men médiévistes quoi, c'est, exactement et donc on parlera de Robin des Bois, du Moyen Âge à aujourd'hui, donc on va parler encore de plein de films, de plein de séries. Voilà. d'accord et ben, super, je suivrai ça avec importance. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre aussi, Graphic Saga sur les réseaux sociaux, sur Instagram, mon Twitter personnel, même si, avec l'été, j'ai pris une grosse pause dessus, donc @Odyssée et à bientôt, du coup, sur Graphic Saga. Salut! Salut! If I'm to choose between one evil and another, I'd rather not choose. I am no Jedi. The wind's on our side, boys! That's all we need! We are bonded forever. Can't let Spider-Man die! Neither can I.